Juste Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le pôle juridique de la CCI Alsacien en métropole. J'espère qu'on nous entend bien et qu'on voit bien notre écran. Si vous pouviez juste, l'un de vous, nous confirmer que tout est OK. Donc, l'objet de cette intervention ce matin, c'est l'évolution du régime de la micro-entreprise vers un autre statut. Donc, la présentation durera environ 40 minutes. On a essayé d'être très synthétique et pour laisser la place ensuite à des questions-réponses, à un échange avec les participants. Donc, cette thématique, vous l'aurez bien compris, est très riche. Il ne nous est pas possible de tout traiter en 40 minutes. Donc, on ne va pas traiter des cas particuliers, on ne va pas pouvoir traiter non plus de tous les cas de figure, mais on s'est concentré vraiment sur les grandes lignes et pour attirer votre attention sur les avantages, mais aussi les inconvénients d'une possible transformation de la micro-entreprise vers une autre forme juridique. Donc, ce webinaire vous est présenté ce matin par Sophie Degenhardt, qui est conseillère juriste à la création d'entreprises et également spécialisée dans le régime de la micro-entreprise. Séverine Nicastro, qui est également conseillère juriste à la création d'entreprises et spécialisée dans le régime de la micro-entreprise. Et moi-même, qui suis responsable du service juridique, mais plutôt spécialisée dans l'accompagnement juridique des dirigeants qui ont déjà créé leur entreprise et en droit des affaires. Alors, voici le déroulé de ce webinaire. Donc, on va vous présenter une analyse de la situation de la micro-entreprise, les différents motifs qui pourraient vous pousser à vouloir transformer votre micro-entreprise et ensuite les différentes solutions adaptées à cette transformation. Donc, je vais laisser à présent la parole à ma collègue Sophie. Alors, pour rappel, le régime de la micro-entreprise ou l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un régime fiscal et social simplifié. Au niveau fiscal, on va parler de franchise en base de TVA et d'impôt sur le revenu. Et au niveau donc la micro-entreprise, niveau fiscal, oui, on parlera de la franchise en base de TVA et de l'impôt sur le revenu qui va être calculé en fonction du chiffre d'affaires, avec une distinction. Il peut y avoir soit le prélèvement libératoire, donc là vous payez l'impôt en même temps que les cotisations sociales, ou alors le micro-fiscal, où vous allez faire la déclaration d'impôt et payer l'impôt sur le revenu suivant, sur le revenu de l'activité en fonction de votre barème fiscal. Donc, au niveau des charges sociales, les cotisations sociales sont calculées en fonction du chiffre d'affaires qui est réalisé et payé mensuellement. Et elles sont payées, du coup, les charges sociales mensuellement ou trimestriellement. Le régime de la micro-entreprise s'adresse à toute personne physique qui veut créer sa propre activité à titre principal pour tester son activité ou à titre complémentaire, c'est-à-dire si on est déjà salarié, retraité ou étudiant. La micro-entreprise exerce une activité professionnelle en son nom propre, sans créer de société. Donc l'entrepreneur et l'entreprise forment la même personne. Donc rappel des seuils, pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne doit pas dépasser pour une année civile complète, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, un certain seuil établi selon la nature de l'activité. Donc, ces seuils sont les suivants. Si vous faites une activité d'achat-vente de marchandises, d'objets, de fourniture de denrées alimentaires à consommer sur place ou à emporter, ou la fourniture de logement, votre plafond de chiffre d'affaires annuel est de 188 700 € par an. Si vous, en revanche, vous faites une activité de prestation de services artisanale ou commerciale, ou libéral, le chiffre d'affaires, donc tout ce que vous encaissez au titre de l'activité, c'est ça le chiffre d'affaires, ne doit pas dépasser 77 000 € par an. Si vous faites une activité mixte, vous ne dépasserez pas 188 700 €, mais à l'intérieur des 188 700 €, vous ne dépasserez pas 77 000 € au titre de la prestation de service.
Si vous faites une activité de prestation, enfin de location de meublés du tourisme non classé, à ce moment-là, votre plafond de chiffre d'affaires sera de 15 000 € de chiffre d'affaires annuel. Alors, si vous dépassez ces seuils, eh bien, si vous le dépassez seulement pendant 1 an, vous continuez à bénéficier du régime micro-social et micro-fiscal l'année du dépassement et l'année suivante. Par contre, si pendant 2 années consécutives, vous dépassez ces seuils de 188 700 € ou 77 700, en fonction de la nature de votre activité, eh bien, vous perdrez le bénéfice du régime de la micro-entreprise au 1er janvier qui suit les 2 années du dépassement. Donc, vous sortez à ce moment-là de façon obligatoire et automatique du régime de la micro-entreprise. Et vous allez donc poursuivre cette activité en entreprise individuelle, toujours, au régime classique et au réel simplifié d'imposition qui va s'appliquer. Ou alors au régime de la déclaration contrôlée. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le chiffre d'affaires et on va déduire les frais de fonctionnement. Et donc le chiffre d'affaires moins les frais de fonctionnement, on va arriver à un résultat avant impôt, et qui va être la base du calcul de l'impôt sur le revenu et du calcul de vos cotisations sociales. Donc vos cotisations sociales ne seront plus calculées en fonction du chiffre d'affaires, mais selon les règles de droit commun du régime des travailleurs non salariés sur la base de revenus professionnels des travailleurs indépendants. Et donc, ça va correspondre aux revenus retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire donc le chiffre d'affaires moins vos frais réels, vos frais de fonctionnement. Ça va nous donner le résultat avant impôt qui va servir de base à ces cotisations sociales. Vous ne paierez plus les cotisations sociales de manière mensuelle et ou trimestrielle en fonction de votre chiffre d'affaires. Du côté de la TVA, attention, rappel du principe de la franchise en base de TVA, c'est un dispositif qui vous dispense de déclaration et de paiement de la TVA au Trésor public. Donc, en fait, vous êtes comme un particulier au regard de la TVA sur les prestations de services ou les achats et ventes que vous achetez, et vous n'allez donc pas refacturer cette TVA à vos clients, et vous ne faites pas de déclaration de TVA. Donc, tant que vous êtes en deçà des seuils de franchise en base, vous n'êtes finalement pas concerné par la TVA et vous avez cette mention TVA non applicable à faire figurer sur vos factures. Actuellement, le seuil de tolérance du délai pour bénéficier de la franchise en base est de 85 000 € pour les entreprises dont l'activité est une activité de vente de marchandises, d'objets, fourniture de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou la fourniture de logements. Le plafond de la franchise en base est de 37 500 € pour les entreprises qui réalisent des prestations de services commerciales ou artisanales. Donc, si l'année dernière, vous n'avez pas dépassé ces seuils, cette année, vous êtes encore actuellement en franchise en base de TVA. Donc, la franchise en base s'applique pour ceux qui, l'année courante de 2024, n'avaient pas dépassé ces seuils, mais attention, en 2025, quand ces seuils seront dépassés, eh bien, la franchise en base pourra cesser de s'appliquer à partir de l'année suivante, sous réserve de ne pas dépasser les plafonds qui aujourd'hui encore sont à 93 500 € pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de fourniture de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement, et 41 250 € pour les entreprises qui réalisent des prestations de services commerciales, artisanales, aux bénéfices industriels ou commerciaux, ou libérales aux bénéfices non commerciaux. Si ces seuils majorés sont dépassés, la franchise en base cesse de s'appliquer pour les opérations qui interviennent à compter de la date du dépassement. Alors attention, actuellement, il est prévu une baisse de ce seuil de franchise en base. La loi de finances de 2025 avait instauré, et a toujours instauré, un seuil unique de la franchise en base. Donc on n'aura plus 85 000 € ou 37 500. Pour toute activité, on aura un seul seuil qui est fixé à 25 000 € à ne pas dépasser, et un seuil de tolérance jusqu'à 27 500 €. Ces nouveaux plafonds devaient entrer en vigueur au 1er mars 2025, mais face aux questions soulevées par cette mesure et sa mise en œuvre au 1er mars, et compte tenu du fort impact social de cette mesure, des consultations ont été lancées
et le gouvernement a précisé que cette réforme était suspendue jusqu'au 1er juin 2025, où elle trouvera à s'appliquer avec aménagement. Donc à voir et affaire à suivre. Donc par conséquent, les seuils applicables à l'heure où on se parle, 1er janvier 2025, continuent toujours à s'appliquer pour le moment. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer en cas de dépassement du seuil, quel qu'il soit finalement? Eh bien, la facture de TVA au 1er janvier de l'année suivante, en cas de dépassement du seuil de la franchise ou dans le cadre du cas où vous allez dépasser le seuil de tolérance, eh bien, immédiatement à partir de cette date exacte, eh bien, vous allez devoir facturer la TVA à vos clients. Donc, on enlève la mention TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts, de vos factures. Et donc, vous ferez apparaître de la TVA sur vos factures, un prix hors taxe, un prix TTC. Vous devrez faire des déclarations de TVA et vous devrez verser la TVA que vous avez collectée à l'État. Ou éventuellement vous faire créditer la TVA que vous avez vous-même acquittée. L'administration fiscale va se charger de calculer la différence entre la TVA que vous allez collecter et celle que vous allez payer. Vous ferez votre déclaration de TVA et c'est l'administration fiscale qui va vous indiquer ce qu'il en est. Les dépassements des seuils de TVA n'entraînera pas la perte du statut de la micro-entreprise. On peut continuer à bénéficier du régime fiscal et microsocial de la micro-entreprise tout en étant redevable de la TVA. Donc, outre la surveillance de ces seuils dont on vient de nous parler, de chiffre d'affaires ou de franchise de TVA, il est important aussi de regarder quelles sont vos charges réelles. Effectivement, évaluer les charges réelles que l'entreprise supporte est indispensable pour avoir une vision claire de la rentabilité de l'activité. Être sous le régime de la micro-entreprise et donc de bénéficier d'une simplification administrative n'est pas signe d'un gain d'argent, ce n'est vraiment qu'un régime de simplification administrative. Et l'application d'un abattement fiscal facilite les déclarations, mais ne vous permet pas d'avoir une vision claire de la situation économique de l'entreprise, l'abattement fiscal étant appliqué sur le chiffre d'affaires et non sur le résultat. Donc, pour rappel, les taux d'abattement sont les suivants: 71% pour les activités de commerce et d'hébergement, 50% pour les prestations de services commerciales et 34% pour les professions libérales. Donc, l'administration fiscale va prendre le chiffre d'affaires que vous allez déclarer et va appliquer ces abattements considérant que ce sont vos charges. Mais les dépenses réelles de l'entreprise, finalement, peuvent être bien supérieures à ces pourcentages. C'est le cas, par exemple, si l'entreprise est amenée à embaucher des salariés ou si encore l'entreprise a une activité d'achat-revente avec un local commercial et qu'elle est redevable d'un loyer et de l'achat de stock, par exemple. Et dans ce cas, la rentabilité de l'entreprise peut être compromise. Donc, il est vraiment important à ce stade que vous puissiez faire une évaluation exacte de toutes les charges que vous pourriez avoir et que vous pourriez déduire si vous étiez sous un autre régime, finalement, que celui de la micro-entreprise. Donc, les charges, par exemple, quand on est en entreprise individuelle avec un régime classique, donc pas en micro-entreprise, les charges qui sont déductibles sont notamment, la liste n'est pas exhaustive, les loyers, les frais de chauffage, électricité du local, l'achat de fournitures de matériel, des frais de déplacement professionnel, des frais téléphoniques, d'abonnement Internet, etc. Donc, toutes ces charges pourraient être déduites du chiffre d'affaires pour aboutir à un revenu réellement réalisé et non pas un revenu déterminé par l'administration fiscale. De même, quand on est en micro-entreprise, on peut faire embaucher des salariés. Et parfois, il est indispensable d'embaucher des salariés puisque les plages d'ouverture, par exemple, pour un commerce, sont tellement importantes qu'une personne seule n'arrive pas à exploiter seule l'activité. Donc, l'embauche d'un salarié est tout à fait possible en micro-entreprise, mais par contre, comme on vient de vous l'expliquer, on ne pourra pas déduire du chiffre d'affaires le salaire et les charges sociales et patronales liées à l'embauche de ce salarié. Elles seront incluses dans l'abattement fiscal. Donc, effectivement, si on a un salarié, deux salariés,
les montants déductibles ne sont pas applicables et ça peut vraiment nuire à la rentabilité de l'entreprise. C'est pour cela qu'en micro-entreprise, ce n'est pas vraiment un statut adapté à l'embauche de salariés, même si c'est toujours possible. Encore une fois, hein, micro-entreprise, ça ne veut pas dire travailler seul. Vous pouvez tout à fait embaucher des salariés. Oui, c'est pas illégal, mais c'est pas forcément pas judicieux, en fait. Voilà. Alors, que se passe-t-il si on dépasse les seuils, puisque notre propos, c'est effectivement que se passe-t-il, grandir après la micro-entreprise? Eh bien, si pendant 2 années consécutives, on dépasse les seuils de 188 700 ou 77 700 €, hein, souvenez-vous, c'était vos plafonds de la micro-entreprise, en fonction de la nature de votre activité, eh bien, vous allez devoir changer de régime. Donc, en fait, il faut anticiper pour éviter un changement imposé et subi lorsque pour être finalement acteur et pas subir passivement ce qui va se passer en cas de changement de seuil. Donc, il est important de suivre le prévisionnel et le suivi de l'évolution de votre chiffre d'affaires mois par mois et vérifier à l'approche des seuils s'il n'y a pas une stratégie de développement à initier pour choisir la meilleure option fiscale. Donc, vous pourrez optimiser fiscalement les charges réelles si vous passez au régime réel à ce moment-là. Vos charges réelles, si elles sont supérieures à l'abattement fiscal, hein, parce que vous aviez vu par exemple en achat-vente, vous pouviez avoir un abattement de 71%, si vous n'avez d'abattement, si vos charges représentaient environ 50%, vous étiez gagnant, vous pouviez déduire 71% sans avoir à les justifier. Mais si désormais vos charges sont supérieures à 71%, elles représentent par exemple 80%, eh bien c'est bien plus intéressant d'être au régime réel et que l'on calcule vos cotisations sociales et votre impôt sur la base du revenu que vous avez réellement, du résultat que vous avez réellement généré. Donc le chiffre d'affaires moins vos dépenses réelles. De même, si vous avez prévu des investissements, du matériel, de l'outillage, un véhicule, le fait de basculer au régime réel vous permettra d'immobiliser ces investissements et d'optimiser fiscalement les investissements que vous allez réaliser. Le régime de la microfiscale ne vous permet pas de déduire les charges réelles et ne vous permet pas de calculer les immobilisations et d'immobiliser vos investissements. Donc, il pourrait y avoir intérêt à opter pour un autre régime, donc le régime réel d'imposition. Si vous faites de l'achat-vente ou de la prestation de services commercial, vous serez aux bénéfices industriels et commerciaux. Et si vous faites une activité non commerciale, une activité libérale, eh bien, votre régime serait celui de la déclaration contrôlée. Alors, dans un cas comme dans l'autre, hein, si vous êtes au régime réel, vous pouvez, bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux, vous pourrez opter à l'impôt sur le revenu ou même à l'impôt sur les sociétés. Alors, avantage de l'impôt sur les sociétés, c'est que la rémunération du dirigeant est imposée sur la base de la rémunération que vous allez effectivement prendre et va être une charge pour l'entreprise qui va être déductible du revenu de l'activité. Et donc, ça peut présenter effectivement un intérêt. L'impôt sur le revenu s'applique de plein droit à l'entreprise individuelle et à l'EURL. Et on peut éventuellement bénéficier de l'impôt sur les sociétés, comme je vous le disais. Mais pour l'impôt sur le revenu, on va considérer que le revenu de l'entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires de l'activité, moins les dépenses réellement supportées, et ça va nous donner le résultat. Et ce résultat va servir de base au calcul de l'impôt sur le revenu et va servir de base aux cotisations sociales, puisque finalement, la rémunération du dirigeant va être considérée comme étant le résultat de l'entreprise et se rajouter aux autres revenus du foyer fiscal. Alors que ce que je vous disais pour l'impôt sur les sociétés, la rémunération du dirigeant est à ce moment-là une charge et non pas le résultat, si on est à l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a tout intérêt à vérifier en fonction des autres revenus du foyer fiscal, de votre situation familiale, du nombre de parts de caution familiale que vous avez, si vous avez intérêt à opter à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Oui.
Donc, l'entreprise individuelle n'a pas normalement d'autonomie fiscale. Si vous n'optez pas à l'impôt sur les sociétés, vous êtes de plein droit soumis à l'impôt sur le revenu. Comme vous et votre entreprise, vous êtes la même personne, c'est logique, dans un premier temps, que le résultat de l'entreprise soit soumis à l'impôt sur le revenu de l'entrepreneur. Quand on est à l'impôt sur les sociétés, vous avez la société, votre entreprise qui va elle-même payer son impôt sur le résultat, dont on aura déduit la rémunération du dirigeant, et l'entrepreneur qui aura lui aussi payé des impôts sur le revenu par rapport à la rémunération qu'il aura touchée. Donc on aura une forme de double imposition, si on veut. Alors qu'à l'impôt sur le revenu, on va éviter cela, puisque le seul résultat de l'entreprise va servir de base au calcul de l'impôt sur les revenus. Le taux d'imposition, si jamais vous optez à l'impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à un résultat de 42 500 euros du bénéfice et 25% au-delà de 42 500 euros. Donc là, il faudra voir par rapport à votre taux marginal d'imposition, est-ce que vous êtes imposé à moins de 15% ou à moins de 25% et avez-vous intérêt ou pas à être à l'impôt sur les sociétés plutôt qu'à l'impôt sur le revenu. Par exemple, si vous n'êtes pas imposable, il va peut-être mieux mettre à l'impôt sur le revenu où votre taux marginal est 0 plutôt qu'à 15 ou à 25%. Mais il n'y a pas que ces considérations qui rentrent en compte. Il faudra faire vraiment un prévisionnel parce que, suivant les cas, il y a des éléments, par exemple, si vous utilisez un véhicule, vous voulez faire des notes de frais, etc., le choix entre l'IS ou l'IR peut être soit pénalisant, soit avantageux, suivant les cas. Donc, à regarder de plus près. Si vous décidez de vous associer, dans ce cas-là, le statut de l'entrepreneur individuel n'est pas adapté, parce que le statut de l'entreprise individuelle ne vous permet pas de vous associer. Je rappelle que la micro-entreprise est une entreprise individuelle. Donc, si vous avez besoin de vous associer, eh bien, il faudra envisager de transformer l'entreprise individuelle en société, ce qui permettra d'ouvrir le capital à des associés, voire à des investisseurs. Mais attention, s'associer, c'est comme se marier. La mésentente importante la mésentente entre associés peut être un risque important qui peut défavoriser votre entreprise et être vraiment un gros problème pour l'évolution. Donc, bien connaître la personne avec laquelle vous souhaitez vous associer, définir les rôles et les objectifs de chaque associé et partager une vision commune du développement de cette entreprise et de sa finalité. Si vous avez besoin de faire appel à un financeur extérieur, les financeurs peuvent exiger une forme juridique ou un type de société et vouloir une part du capital en contrepartie. Je vous rappelle qu'en entreprise individuelle, vous êtes responsable des dettes de l'entreprise, mais seulement sur votre patrimoine utile à l'activité. Ce qui fait que pour les créanciers, on n'a pas forcément grand-chose. Donc, il se peut que votre banquier, avant de vous accorder un prêt, vous demande de changer de statut juridique ou même, dans certains cas, si vous voulez rester en entreprise individuelle, de donner à gage une partie, de renoncer à l'insaisissabilité de certains de vos biens. Donc, dans ce cas-là, si on en est là, peut-être que le choix de vous orienter vers une société peut être opportun. Alors, les autres cas aussi de motifs de transformation, ça peut être la nécessité d'ajouter des activités à l'activité que vous avez déjà déclarée en micro-entreprise, que vous exercez aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'un certain nombre d'activités ne peuvent pas être exercées sous le régime de la micro-entreprise. Donc, ça peut être aussi un motif de transformation de la micro-entreprise dans un autre régime, que ce soit toujours en entreprise individuelle ou sous forme de société. Donc, les activités qui sont interdites en micro-entreprise sont notamment toutes les professions réglementées comme les notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, médecins, dentistes, pharmaciens, kinés, etc. Mais également toutes les activités agricoles qui sont attachées à la mutualité sociale agricole, à la MSA, comme l'élevage, la pisciculture, le maraîchage, les activités de paysagistes. Également les activités immobilières qui relèvent de la TVA immobilière. Donc, c'est vraiment en raison de la problématique de franchise de base qu'elles ne peuvent pas être exercées en micro-entreprise. Et cela concerne les marchands de biens, les lotisseurs, les agents immobiliers et également les activités artistiques qui sont rémunérées sous la forme de droits d'auteur
qui sont donc affiliés à la Maison des artistes ou à l'AGESA et qui ne permettent pas aussi de bénéficier du statut de micro-entreprise. Donc, si vous avez la volonté de rajouter une de ces activités, ou en tout cas, si vous voulez rajouter des activités et que vous êtes encore en micro-entreprise, il faut bien vérifier que les nouvelles activités peuvent s'exercer sous cette forme-là. Ensuite, on a la protection du patrimoine. Alors, depuis 2022, il y a eu une refonte du régime de l'entreprise individuelle et donc de la micro-entreprise, qui est aussi une entreprise individuelle, avec une protection plus conséquente du patrimoine personnel. Donc avant, on avait vraiment une séparation des deux, une confusion, pardon, des deux patrimoines. Donc tout était mélangé. Et depuis mai 2022, on a séparé également pour l'entreprise individuelle le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Et en cas de difficulté, eh bien, normalement, seuls les biens qui sont utiles et nécessaires à l'activité professionnelle peuvent être saisis. Et donc, il y a une protection de droit du patrimoine personnel. Mais l'entreprise individuelle, l'entrepreneur individuel peut renoncer à cette protection à la demande d'un des créanciers. Donc, le cas de figure le plus fréquent, ça va être une banque qui va demander à cet entrepreneur ou à ce micro-entrepreneur de renoncer à cette protection avant de lui accorder le prêt. Et à ce moment-là, l'acte de renonciation permet à l'entrepreneur individuel, sur demande écrite du créancier, de renoncer à la distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel et engage ainsi son patrimoine personnel qui peut être constitué de biens communs quand le micro-entrepreneur est marié sous ce régime-là. Donc, en comparaison, une société, elle, est dotée d'une personne morale propre. Donc, c'est vraiment une personnalité juridique à part entière et d'un patrimoine propre. Donc, elle crée un cloisonnement entre les biens du dirigeant et les biens de la société. Le risque encouru dans ce cas-là par les associés va se limiter au montant des apports que chacun va apporter dans le capital de la société. Un autre motif aussi de transformation, c'est la transmission. Il faut savoir qu'en entreprise individuelle et donc en micro-entreprise, en cas de décès de l'entrepreneur, l'entreprise individuelle intègre la succession et revient en indivision aux héritiers qui doivent à l'unanimité donner mandat à l'un d'entre eux pour gérer l'entreprise, ce qui risque de paralyser l'entreprise pendant plusieurs mois. Alors qu'en société, il s'agit pour les héritiers de se partager les droits sociaux détenus par le chef d'entreprise et non pas le patrimoine, et l'entreprise ne s'arrête pas. Et enfin, les motivations sociales. Donc, quand vous êtes en entreprise individuelle et au régime de la micro-entreprise, vous êtes travailleur non salarié, donc c'est le cas actuellement pour vous, et vous êtes rattaché à la Sécurité sociale des indépendants. Donc, la base de calcul des cotisations sociales, c'est en micro-entreprise, calculé en fonction de votre chiffre d'affaires que vous allez déclarer mensuellement ou trimestriellement. Selon la forme juridique que vous allez choisir si vous vous transformez, vous pouvez basculer dans un autre régime de protection sociale, donc avec des taux de protection aussi qui sont différents, qui peuvent être plus importants que la protection sociale dont vous bénéficiez aujourd'hui, et des taux de cotisation aussi qui vont être différents et qui vont être calculés directement sur la rémunération et non pas sur le chiffre d'affaires, mais par contre avec des taux de cotisation qui peuvent être plus élevés que ceux dont vous bénéficiez aujourd'hui en tant que travailleur non salarié. Donc, c'est aussi à évaluer et à faire en prévisionnel le paiement, le taux et le montant des cotisations sociales que vous auriez à payer si vous deviez changer de régime social en fonction de la forme juridique choisie. C'est un élément important. Donc maintenant, nous avons étudié les différents motifs qui peuvent vous conduire à réfléchir à la transformation de la micro-entreprise. On va voir les différentes possibilités qui sont offertes à vous si vous souhaitez opter pour une autre forme juridique. Donc tout d'abord, on a le maintien de l'entreprise individuelle. Donc pour rappel, on vous l'a déjà dit ce matin, la micro-entreprise est bien une entreprise individuelle avec un régime de simplification pour les obligations comptables, sociales et fiscales. Donc l'entrepreneur intégrera donc dans sa déclaration d'impôt sur le revenu le chiffre d'affaires auquel sera appliqué le taux d'abattement en fonction de l'activité
ou alors vous bénéficiez du prélèvement libératoire avec un taux applicable sur le chiffre d'affaires que vous déclarez mensuellement ou trimestriellement. Mais il faut garder en tête qu'il est toujours possible pour vous de demander d'être soumis au régime réel d'imposition. Donc, toujours à l'IR, mais donc ce n'est pas une transformation de la forme juridique puisque vous restez au même régime d'imposition finalement, mais ce sont les modalités qui vont changer. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez intégrer le résultat, le revenu de l'entreprise à votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et ce résultat va servir d'assiette pour les cotisations sociales. Donc, ça change vraiment les modalités de calcul des cotisations sociales, mais par contre, vous gardez toujours le même régime de protection sociale. Donc, vous êtes toujours travailleur non salarié. Simplement, non, vous n'allez plus déclarer votre chiffre d'affaires, mais vous allez déclarer votre chiffre d'affaires moins toutes les charges réelles qui sont déductibles pour une entreprise individuelle soumise à l'IR. Et à ce moment-là, le résultat que vous allez trouver va être considéré comme votre rémunération, comme vous l'a dit Sophie tout à l'heure, et va servir d'assiette pour le calcul des cotisations sociales. Ou encore, vous restez en entreprise individuelle, mais vous souhaitez être imposé à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Depuis mai 2022, c'est également possible. Donc, l'impôt sur le bénéfice des sociétés est aujourd'hui applicable à l'entreprise individuelle sur option. Mais dans ce cas-là, il faudra déjà passer par l'étape du réel d'imposition à l'IR avant de pouvoir opter à l'IS. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer du régime de la micro-entreprise directement à l'IS. Il faut une étape intermédiaire qui est l'étape du réel simplifié à l'IR. Donc, une fois que l'entreprise peut demander à être imposée à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, cela aura les mêmes effets d'un point de vue fiscal qu'une radiation avec l'imposition immédiate des résultats et des plus-values, avec éventuellement des régimes d'exonération qui pourront s'appliquer. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on change de régime fiscal, que ce soit en société ou en entreprise individuelle, le changement de régime fiscal entraîne toujours les conséquences d'une cessation d'activité. Donc, si vous souhaitez être soumis à l'impôt sur le bénéfice des sociétés pour une entreprise individuelle, donc le bénéfice est imposé à 15%. Si vous faites un bénéfice inférieur à 42 500 €, donc là, c'est le bénéfice, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Donc, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges déductibles et c'est ce qui vous reste à la fin, après déduction de votre rémunération. Donc, c'est un seuil quand même relativement conséquent, 42 500 € de bénéfice. Et là, vous êtes imposé à 15% pour cette partie-là. Et si vous dépassez ce bénéfice de 42 500 €, vous serez imposé à 25%. Enfin, l'entreprise sera imposée à 25%. Donc, on va déduire les charges réelles, la rémunération du dirigeant, et vous pourrez prélever des dividendes sur le bénéfice imposable. Vous pouvez choisir de vous transformer directement en société. Et là, je vous laisse, Sophie, vous présenter les différentes formes. Alors, on va voir de façon succincte les formes de société les plus utilisées. Alors, vous allez avoir du coup en bleu les formes de société pluripersonnelles. Donc, la SARL, c'est une société à responsabilité limitée, ce qui signifie que la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports au capital. Donc, si on apporte 10 000 € au capital d'une société, au pire, on a perdu 10 000 €. Si on est associé à 50%, donc on a apporté la moitié de ces 10 000 €, donc 5 000 €, et au pire, on a perdu en tant qu'associé ces 5 000 € principalement. Elle a pour principale caractéristique donc de limiter la responsabilité des associés et de protéger le patrimoine personnel, parce qu'on ne viendra en principe pas chercher les réparations des dettes de l'entreprise sur le patrimoine de l'associé. En contrepartie des apports qui sont faits au capital d'une société, les associés vont recevoir des parts sociales et vont pouvoir percevoir des dividendes. Donc les dividendes, c'est une part de bénéfice qui va être distribuée aux associés proportionnellement à l'apport qu'ils ont fait, si on est dans une SARL. Donc chaque associé en SARL va disposer d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts sociales qu'il dispose et donc proportionnel à l'apport qu'il a fait. Si j'ai fait 20%
d'apport au capital de ma société, j'aurai droit à 20% des dividendes, s'il y en a, et 20% des droits de vote. Donc, chaque associé bénéficie du droit de participer aux décisions collectives. Il faut 2 associés au minimum pour créer une SARL et 100 au maximum. Il peut s'agir de personnes physiques ou de personnes morales. Donc le capital, d'un point de vue juridique, le capital social, c'est la somme des valeurs des apports effectués par les actionnaires ou les associés. Le montant du capital est fixé librement par les associés en fonction de la taille de l'activité et des besoins en capitaux de cette société. À noter que les associés sont responsables des dettes, comme je vous le disais, à hauteur du capital souscrit, même si le capital n'est libéré que partie. Parce qu'on peut libérer partiellement le capital, c'est-à-dire déposer une partie en banque, et puis dire partout qu'on a déposé, par exemple, un capital de 10 000 € alors qu'on n'a mis que 50% en banque, que 5 000. Attention, dans ce cas-là, vous êtes responsable à hauteur de 10 000. Un simple associé est responsable dans la limite de ses apports. Par contre, un responsable, un gérant de société, peut être responsable des fautes qu'il commet dans la gestion de sa société. Alors, il faut que la faute, elle cause un préjudice, et qu'elle cause un préjudice à la société et qu'elle soit intentionnelle. À ce moment-là, le gérant peut être personnellement condamné à indemniser les associés, la société ou même les tiers lorsqu'il s'agit d'une violation de la loi ou des statuts ou en cas de banqueroute, de diversement de dividendes fictifs. En général, un entrepreneur qui veille à la bonne gestion de ses entreprises ne risque pas la faute de gestion. Mais si vous avez un doute sur si ce que vous faites, est-ce que c'est fautif ou pas, n'hésitez pas à vous adresser à la Chambre de commerce et d'industrie. On saura tout de suite vous dire si ça, on peut le faire, ou si, attention, il y a un formalisme particulier, on est dans le cadre d'une convention réglementée, ou vous oubliez, vous ne faites pas ça parce que vous vous mettez en péril. Donc, d'un point de vue comptable, une SARL, et on verra tout à l'heure le URL, sont soumises à des obligations comptables strictement encadrées par la loi. Vous devez tenir une comptabilité régulière, et établir des comptes annuels, publier vos chiffres, et vous êtes imposé en principe à l'impôt sur les sociétés ou, avec option, vous pouvez être à l'impôt sur le revenu. L'autre forme de société à laquelle vous pouvez opter, et je pense que c'est celle vers laquelle vous allez assez facilement vous tourner puisque vous êtes aujourd'hui tout seul en micro-entreprise, si vous ne choisissez pas de vous associer et que vous voulez créer une société, vous irez sans doute en EURL. Une EURL, c'est une SARL, donc il n'y a qu'un seul associé, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne à apporter de l'argent au capital, enfin contribuer au capital. Donc, un seul gérant peut être l'associé unique, ou alors ça peut être un tiers qui peut être gérant de l'associé unique. Donc, le URL est en principe imposé à l'impôt sur le revenu, mais par défaut, si l'associé est une personne physique, vous avez possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Donc, pareil, comparaison à faire avec l'IR, comme tout à l'heure on en parlait pour l'entreprise individuelle. En EURL, il y a des procédures simplifiées pour l'approbation des comptes et la prise de décision. Vous êtes seul associé, donc vous n'avez pas besoin de tenir des assemblées pour voter. La tenue d'un registre de décision d'associé unique pourra suffire. Autre option possible, en termes de société, si ce n'est pas une SARL ni une URL, ça pourrait être une société par action simplifiée si vous avez plusieurs associés. Donc, la société par action simplifiée, c'est une société commerciale dont la responsabilité de ses associés est limitée. Pareil que pour la SARL, elle offre une grande souplesse de fonctionnement puisque la loi vous laisse une grande liberté aux associés pour définir les règles de fonctionnement de la société. L'un associé d'une SAS peut être considéré d'un ou plusieurs associés. Si vous êtes tout seul, à ce moment-là, on parlera d'une SASU. Et si vous êtes à plusieurs, ce sera une SAS. Le capital, les associés ou l'associé fixent librement le montant du capital en fonction de la taille, de l'activité, des besoins en capitaux de la société. Et la responsabilité, c'est idem pour la SARL et l'URL, c'est-à-dire que le dirigeant, président ou le directeur général, suivant les cas, peut être responsable des fautes de gestion qu'il commet, mais un simple associé qui n'a pas de mandat de représentation sociale de la société, en principe, risquait que l'apport qu'il a fait en capital. La SASU, c'est une SAS qui a un seul associé, je vous le disais, donc une seule personne qui contribue au capital. L'avantage d'une SASU, c'est que vous pouvez commencer tout seul, et puis le jour où vous avez un associé, vous êtes en SAS, et puis vous pourrez revenir en SASU. C'est pareil en SARL et URL, donc c'est quelque chose d'assez souple. Voilà.
Le régime fiscal par défaut de la SAS, c'est l'impôt sur les sociétés, avec toujours la possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu. Alors, là, on vient de parler de la structure, en fait, de la forme juridique qui va vous permettre d'exercer, de continuer à exercer votre activité que vous aviez en micro-entreprise. Mais que se passe-t-il réellement de cette activité, en fait? Elle ne s'arrête pas, elle ne disparaît pas parce que vous transformez votre micro-entreprise en société. Donc, depuis la création de la micro-entreprise, votre activité a pu se développer, en tout cas, on vous le souhaite, et vous avez développé du chiffre d'affaires le chiffre d'affaires représente finalement la valeur de votre clientèle. Il faut donc évaluer ce fonds et selon le montant qui est déterminé dans le cadre de l'évaluation, différentes possibilités vont se présenter à vous en tant que dirigeant d'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, le fonds ne va pas disparaître, il va être transmis finalement à la nouvelle entité. Donc, généralement, l'évaluation de ce fonds est faite par un expert comptable qui va utiliser des barèmes fiscaux. Donc, quel que soit de toute façon le mode de transmission choisi, que vous apportiez votre fonds à la société ou que vous vendiez votre fonds à la société, cela va faire l'objet d'une déclaration fiscale et donc d'un potentiel contrôle. Donc, il faut vraiment fixer la valeur du fonds de l'activité à une valeur proche de la réalité. On ne peut pas dire bah, j'apporte le fonds pour un montant de zéro, alors que finalement, avec votre micro-entreprise, vous faisiez un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an en achat-revente. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment être très proche de la réalité. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous apportez ce fonds dans le capital de la société. Donc, comme vous l'a dit Sophie, quand vous créez une société, vous êtes obligé de fixer un capital et vous avez différentes possibilités. Soit vous apportez de l'argent, soit vous apportez des biens, entre autres. Hein. Mais dans le cas qui nous intéresse ce matin. Et donc, si vous apportez le fonds de commerce, c'est comme si vous faites finalement un apport en nature dans le capital. Donc, vous valorisez ce fonds et en contrepartie, vous l'apportez dans le capital et en contrepartie, vous allez pouvoir avoir des parts sociales et donc les parts sociales qui vous permettront aussi de percevoir des bénéfices en fin d'année. Donc, ça peut être intéressant d'apporter le fonds dans le capital, mais par contre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les associés, ce qu'ils risquent quand ils créent une société, c'est les apports qu'ils ont apportés dans le capital de la société. Donc, ça veut dire concrètement qu'en cas de difficulté de la société, eh bien, vous n'allez rien tirer de ce fonds de commerce, il est perdu en fait. Donc, c'est un risque un peu plus important que si le fonds de commerce est simplement dans les actifs de la société comme un bien appartenant à la société. Par contre, au niveau fiscal, ça peut être plus intéressant d'apporter le fonds dans le capital de la société parce que quand on transforme une micro-entreprise ou une entreprise individuelle en société, on est soumis à 3 types d'impôts. Donc, on a tout de suite la taxation des bénéfices de l'entreprise individuelle qui n'aurait pas déjà été taxée. Donc là, si par exemple, vous avez le prélèvement libératoire, eh bien, ça sera après déduction de ce que vous avez déjà payé, évidemment, en impôt sur les revenus de l'entreprise individuelle, de la micro-entreprise. Mais néanmoins, c'est quand même une taxation des bénéfices de l'entreprise individuelle immédiatement. C'est aussi des droits d'enregistrement pour la société qui va bénéficier de cet apport dans son capital. Par contre, ces droits d'enregistrement vont être payés par la société, déduits du résultat de la société. Donc, ça peut être en termes d'optimisation fiscale quelque chose d'intéressant et surtout vont pouvoir bénéficier d'une exonération si vous vous engagez en tant qu'apporteur à garder les titres que vous avez reçus en contrepartie pendant 3 ans. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier d'une exonération des droits d'enregistrement. Et la troisième taxation, qui n'est pas la moindre, c'est la taxation sur les plus-values. Donc, l'apport de l'entreprise individuelle dans le capital de la société, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est fiscalement assimilé à une cessation d'activité, ce qui entraîne l'imposition des plus-values. Alors, de façon schématique, comment est calculée cette plus-value? Eh bien, si vous avez acheté un fonds
que vous avez exercé en micro-entreprise, on va prendre la valeur d'achat de ce fonds et on va regarder les résultats, le chiffre d'affaires qui est produit par ce fonds à l'instant T. Et donc, ça va être la différence qui va correspondre à la plus-value. Si par contre, vous avez créé complètement votre activité et que vous l'avez développée, eh bien, la plus-value va correspondre à la valeur qui a été fixée par l'expert comptable aujourd'hui, en fait, puisqu'elle a réalisé ce chiffre d'affaires aujourd'hui. Et donc là, le montant peut être relativement important si vous avez bien réussi à développer votre micro-entreprise. Et sur ce montant déterminé de plus-value, on va appliquer des taux d'imposition qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc, ce n'est pas anodin. Mais là aussi, si vous apportez le fonds dans la société, vous pouvez bénéficier d'un régime de sursis d'imposition des plus-values qui en plus seront dus par la société et pas par vous, micro-entrepreneur. Donc, ça peut être plus intéressant que juste de vendre le fonds. En tout cas, il faut calculer les différences d'imposition et c'est pour ça qu'on a insisté depuis tout à l'heure sur le fait que vous devez faire évaluer ces impositions par un expert comptable et faire évaluer le fonds par un expert comptable qui sera à même et de vous chiffrer en fait exactement ce que vous êtes susceptible de payer comme impôt. Et c'est pareil pour le régime social. L'expert comptable aussi pourra vous chiffrer les différences de cotisation entre le régime de travailleur non salarié et celui d'assimilé salarié cadre, est-ce que ça va coûter à la société? Donc, pour nous, quand vous transformez une entreprise individuelle de façon plus générale d'ailleurs, en société, c'est toujours important d'avoir une première consultation avec cet expert comptable qui, de toute façon, sera indispensable, en tout cas très important dans la gestion de la société derrière pour pouvoir établir les comptes annuels. Donc, ce n'est pas perdu en fait. Le temps que vous allez passer chez l'expert comptable aujourd'hui va vous permettre après de pouvoir continuer une relation pour les comptes annuels de la société. Mais en tout cas, vous voyez bien que vous avez un certain nombre d'impositions qui sont susceptibles de s'imposer à vous. Et surtout, si vous ne respectez pas les conditions, les formalités qui sont nécessaires dans le cadre d'une transformation, que ce soit l'apport ou la cession, eh bien, les taxations vont être demandées. Et la deuxième solution, c'est donc la vente du fonds à la société. Ça peut être intéressant parce que ça permet de valoriser tout le travail et les aménagements que vous avez pu faire dans votre micro-entreprise et de récupérer finalement, financièrement, cet argent que vous avez investi dans votre micro-entreprise. Dans ce cas-là, la société peut réaliser un prêt qui sera déductible aussi pour partie de son résultat. Elle peut contracter un prêt pour vous acheter à vous, personne physique, ce fonds, cette activité que vous avez développée. Donc, c'est la société qui va supporter le paiement du fonds, le prêt bancaire et pas vous en tant que personne physique. Mais dans ce cas-là, on considère aussi, en cas de cession, que c'est une cessation d'activité. Et donc, au niveau des droits d'enregistrement, si votre fonds a une valeur inférieure à 23 000 euros, vous ne serez pas imposé. Enfin, la société ne sera pas imposée, pardon. Pour la valeur du fonds entre 23 000 et 200 000 euros, la société devra payer des droits d'enregistrement de 3%. Alors qu'on a vu tout à l'heure qu'en cas d'apport du fonds dans le capital de la société, on peut bénéficier d'une exonération de ses droits. La société peut bénéficier d'une exonération de ses droits. De la même façon, si vous vendez votre fonds à une société, même si c'est votre société et que vous êtes majoritaire dans le capital de cette société, vous allez être imposé à la plus-value. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de régime de report d'imposition comme dans le cas où vous apportez le fonds dans le capital de la société. Donc, vous allez être imposé de suite à ce régime d'imposition des plus-values, donc aux alentours de 30% de taux d'imposition sur la plus-value qui est réalisée. Donc, ce n'est pas une décision anodine que de vouloir se transformer. C'est une décision qui peut avoir des répercussions fiscales quand même assez importantes si on ne fait pas les choses bien. Et donc, il faut vraiment peser le pour et le contre et ne pas subir cette transformation qui devient nécessaire pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure et vraiment bien l'anticiper pour pouvoir anticiper aussi ses coûts fiscaux.
Voilà, donc on a fini la présentation. On va vous laisser la possibilité de nous poser des questions, en sachant qu'on ne pourra pas traiter des questions vraiment individuelles et personnelles. Ça pourra faire l'objet d'entretiens avec les juristes du pôle juridique de la CCIAE et d'un accompagnement plus personnalisé si vous en ressentez le besoin. Donc, si vous avez des questions vraiment par rapport à votre situation personnelle, on peut vous proposer des prestations derrière d'accompagnement personnalisé. Et je vous invite à revenir vers nous dans ce cas-là, soit par mail, soit par téléphone. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ben, pour le moment. Alors, j'ai vu une question qui était posée. Donc, existe-t-il des outils pour faire des simulations une fois que l'on a tous ces éléments? Alors, des outils de simulation, on en trouve beaucoup qui sont gratuits. On trouve un outil de simulation sur le site de l'URSSAF. Celui de la Banque de France aussi, sur celui de la Banque de France aussi. Banque de France, URSSAF, sur le site des impôts aussi, impôts.gouv.fr. Vous pouvez simuler votre impôt sur le revenu, notamment. Après, pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés, il existe certainement, je n'ai pas en tête. Ouais. Après, c'est vrai que sur le site des URSSAF, vous allez surtout voir l'impact sur vos cotisations sociales. Sur le site des impôts, vous avez l'impact sur l'impôt sur le revenu. Oui. Ouais. Donc, allez voir sur les sites ou allez sur les sites officiels, URSSAF, impôts.gouv, à la rigueur l'ordre des experts comptables ou la Banque de France. Là, vous avez des sites qui sont fiables. Mais en tout cas, ça existe. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez allumer vos caméras et vos micros si vous avez. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est moi qui posais la question sur les outils. Donc, merci pour cette réponse. Il faut que j'aille voir. Mais donc, j'entends qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte et que l'URSSAF, on va regarder sur les cotisations, sur l'impôt, sur l'impôt sur le revenu. Mais il faut que j'aille, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'éléments à aller prendre en compte pour après se décider. Et donc, il faut que j'aille voir ces outils. Pour vous décider, il faudrait surtout vérifier quelles sont les charges que vous avez, quel est le chiffre d'affaires que vous avez. Est-ce que votre chiffre d'affaires s'approche des seuils? Quel est l'impact de cette sortie de franchise en base sur votre activité? Quels sont les investissements qui vont être nécessaires? Et c'est en fonction de ça que vous allez voir s'il est opportun ou pas de changer de statut. Ouais. Oui, parce que j'avais déjà contacté des experts comptables fin d'année dernière et la conclusion était que ce n'était pas opportun. Cette année, ça va. Ouais, je vais peut-être à un moment l'année prochaine dépasser le seuil. Donc, ça serait une de mes conditions pour changer. Ouais, parce que j'ai pas beaucoup de charges, moi, comme je suis à la maison, j'ai pas vraiment de beaucoup de charges, donc c'était assez limité. Ce que j'ai pas enfin, le truc qui est nouveau pour moi, parce que j'avais quand même pas mal regardé tout ça, c'est cette histoire que si on arrête une auto-entreprise, je pensais, moi, et peut-être dites-moi, j'ai pas bien suivi, que je pouvais clôturer mon auto-entreprise et refaire une URL sans avoir à faire ces histoires de fonds. C'est la première fois que j'entends parler de ces fonds. Oui, et alors, je pensais, moi, que je pouvais vraiment faire un truc très simple en clôturant et en ouvrant. C'est pas si simple en fait parce que votre activité elle est continue. C'est pas le fait de vous transformer. Vous voyez, si vous arrêtez votre activité, en fait, alors selon l'activité que vous avez, effectivement, c'est plus difficile à comprendre si vous êtes dans une activité libérale ou une prestation de conseil, par exemple, où vous n'avez pas de local, mais vous avez quand même développé du chiffre d'affaires. Si aujourd'hui vous vous rapprochez des seuils, ça veut dire que vous vous rapprochez du seuil de 77 000 euros. On est d'accord. Donc, ça veut dire que vous avez démarré votre activité et là, aujourd'hui, vous êtes proche de 70 000, on va dire n'importe quoi, mais 70 000 euros. Ça veut dire que votre activité, elle a pris de la valeur, en fait. Vous avez développé votre clientèle. Si aujourd'hui, vous arrêtez l'activité, que vous repartez à zéro sous une forme de société, déjà, ça ne vous empêchera pas d'être imposé en taxation tout de suite sur les bénéfices de l'entreprise et en plus-value. Parce que vous êtes parti de zéro et vous arrivez à 70 000.
Donc, cette taxation, de toute façon, vous y échappez pas. Et en plus, l'effet d'arrêter l'activité, ça veut dire que tous les contrats sont arrêtés, en fait. Vous n'avez pas une poursuite de l'activité dans la société. Donc, c'est presque comme si vous devez repartir à zéro et avec des délais en plus des formalités. Vous voyez, vous risquez de perdre de la clientèle. Je pense que normalement, on ne peut pas considérer qu'on arrête et qu'on recrée sous une forme de société. Le fonds, fiscalement, l'activité, elle est transmise, elle n'est pas arrêtée. Donc déjà, fiscalement, on vous permettra de pas d'échapper à la taxation, en fait. Vous voyez? Parce que de dire j'arrête et je recrée derrière, ça veut dire je le fais pour éviter, en quelque sorte, d'être dans une démarche plus compliquée fiscalement, d'imposition, etc. Or, l'administration fiscale va quand même vous imposer parce que vous allez arrêter votre entreprise. Donc, vous ne bénéficiez pas d'avantage à le faire, ça. Vos contrats, ça veut dire que vous allez devoir recréer, qu'il va s'écouler des délais pendant lesquels vous ne pourrez pas utiliser votre nom, vous n'aurez plus d'identification, vous voyez, ça va être des contraintes de fonctionnement qui vont avoir des conséquences sur votre activité. Normalement, on ne peut pas arrêter une micro-entreprise pour recréer derrière une société. En tout cas, même au niveau du régime social, ça pose problème, en fait, pour la même activité. On peut arrêter une micro-entreprise et créer une société pour une autre activité, mais pas pour la même activité. Parce que dès lors que vous avez acquis une clientèle, vous avez développé un fonds de commerce. Donc ce fonds de commerce, il existe. Si vous le poursuivez, vous continuez à exploiter votre activité avec les mêmes moyens après avoir radié votre micro-entreprise, c'est que ce fonds de commerce continue à exister. Et donc, vous ne pouvez pas purement et simplement le fermer, il faut l'apporter d'une manière ou d'une autre ou le vendre à la société qui sera créée. Un élément important. Ouais, c'est complètement nouveau pour moi cet aspect-là. Ouais, c'est vraiment nouveau, j'avais pas du tout vu ça. Et si on passe en entreprise individuelle, si on fait rien et que il faut déjà que ça soit 2 ans. Donc moi, j'ai pas cette année, c'est pas un problème. L'année prochaine non plus, puisqu'il faut dépasser 2 ans. L'année dernière, j'ai pas dépassé. Oui. Donc j'ai 2025-2026 où je suis tranquille. Enfin, je suis tranquille. C'est aussi bien de dépasser les seuils, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que j'ai rien à faire d'ici. Ça serait au 1er janvier 2027. Si je ne fais rien au 1er janvier 2027, je passe en entreprise individuelle. Finalement. Donc finalement, là, je n'ai pas besoin de vente de fonds ni de rien, là, finalement. Non. C'est pour ça que ce n'est pas toujours intéressant de se transformer en société. Hein, ça, on est bien d'accord. C'est bien ça. C'est bien ça que je me dis que. Donc, ouais, après, c'est au cas par cas. C'était très bien votre tableau où on voyait quelles étaient les sociétés versus les entreprises individuelles. Effectivement. Et donc, moi, j'ai vraiment cette question à me dire, est-ce que vraiment, si j'avais pas, ouais, c'est très bien. Si je dépasse le seuil, je peux être entreprise individuelle. Donc, il faut que j'aille regarder ça plus en détail est-ce que ça me va entreprise individuelle? Éventuellement soumise à l'IS avec une assiette de paiement des cotisations sur votre rémunération et pas sur votre revenu professionnel. Parce que ça aussi, c'est un élément déterminant. Aujourd'hui, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires ou le revenu professionnel en termes de cotisation, donc c'est très élevé. Alors que ce revenu professionnel, en plus, vous ne l'avez pas forcément concrètement en compte en banque, en trésorerie, vous voyez. Donc parfois, c'est des cotisations qui peuvent être très lourdes. Donc, mais ça, c'est à faire à analyser avec un expert comptable pour voir si le régime de l'IS, avec la déduction des charges, etc., la déduction de la rémunération est plus intéressant pour vous. Mais ça peut l'être. Et c'est d'où ma question par rapport aux outils. Est-ce que moi, je peux aller regarder ça toute seule pour essayer de regarder ça par rapport à ce que je rentre au niveau de mes charges, mon chiffre d'affaires, mon niveau d'imposition sur le revenu, toutes ces choses-là? Oui, tout à fait. Avec votre livre des achats, votre livre des recettes et puis vos avis d'imposition, vous pourrez faire une simulation qui sera assez proche de... Ouais. Alors, on a juste une autre question. Qu'est-ce qui empêcherait de créer une entreprise tout en restant micro-entreprise? Et ça rejoint un peu. On ne peut pas créer 2 entreprises individuelles sous un même nom. Parce que l'entreprise individuelle, elle est sous votre nom propre, en fait. Et vous ne pouvez pas créer 2 entreprises individuelles.
Vous pouvez avoir une entreprise individuelle avec plusieurs activités. Vous pouvez rajouter des activités même à votre micro-entreprise, hein, à partir du moment où ce sont des activités qui peuvent être exercées en micro-entreprise. Mais par contre, vous ne pouvez pas avoir 2 entreprises individuelles. Donc là, c'est la question de savoir, vous pouvez avoir une micro-entreprise et une société avec, quand vous êtes en régime social différent, mais pas 2 entreprises individuelles. Et attention, quand vous êtes en micro-entreprise, vous ne pouvez pas être en URL gérant majoritaire, travailleur non salarié. Oui, Il pas avec faudrait- le même régime voilà, vous ne social. pouvez pas avoir deux fois un régime de travailleur non salarié par 2 entités différentes, une fois par l'entreprise individuelle et une fois par une société. Donc, si vous créez une société et que vous voulez conserver la micro-entreprise, ce sera forcément une SAS, une SASU. Parce que là, vous avez un régime social différent de celui de la micro-entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et vous avez dit que vous pouvez nous accompagner et qu'il fallait vous contacter par email et par téléphone, mais je ne sais pas où on trouve vos On va coordonnées. le mettre. On va D'accord. mettre. Ok. Tu peux mettre. On vous met dans la conversation nos adresses mail. Super. Ouais, très très bien. Vous faites quoi comme activité? Moi, je fais du coaching, de la formation, du consulting. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je connais pas. Faites un mail. Non, faites un mail et de toute façon, on vous répond et Notez vous vos avez. coordonnées téléphoniques si on a besoin, on vous contacte par téléphone. Ah, super. Très bien. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Mais moi, je voulais juste remercier Sophie qui nous a relayé en dernier moment et en urgence un petit peu parce que Séverine a eu un petit problème d'extinction de voix. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est 3 ce matin à présenter. Mais en tout cas, merci pour votre participation et puis on se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Réussite à vos Au revoir. activités. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Par contre, j'ai pas.